Bon, bah, écoutez, je vous propose de démarrer et puis si des personnes arrivent en chemin, nous rejoindront au moment où on en sera. L'idée là, c'était d'ailleurs à la demande de plusieurs des groupes, des lieux où on est allé, c'était de restituer un peu finalement les travaux qui ont pu être faits en région dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Donc là, j'ai préparé un petit diaporama pour parler un peu des débats qui se sont faits sur les départements de PACA Ouest, qu'on a organisé, nous, l'espace éthique PACA Corse, site de Marseille, et puis de remettre ça plus globalement dans le cadre de tous les événements qu'on a pu organiser pour les États généraux de la bioéthique, donc qui se sont tenus entre janvier et début mai, on va dire, 2026. Voilà. Donc, déjà, le focus, on va le faire sur les débats en région. Donc, c'est un premier type d'événement qu'on a organisé. Il y a eu 6 débats publics qui ont été organisés sur le même format. Donc pardon, 6 en tout, donc 5, pardon, c'est 5 sur le thème sobriété en médecine vers une médecine du juste soin, ce qui a regroupé, non 6, pardon, 6 débats, 2 à Marseille, 1 à Gap, 1 à Toulon, oh là là, je m'en mêle, 5 débats, 1 à Marseille, 1 à Gap, 2 à Marseille, 1 à Gap, 1 à Toulon, 1 à Digne, ce qui a représenté 339 personnes, et vous avez le détail de chaque débat. On voit que bon, là, c'est autour d'une cinquantaine, entre 50 et 80 personnes selon les lieux. Et puis, un débat sur le même format, sur la thématique en Quelqu'un va vous laisser entrer la sous peu. génétique. Alors, le son. Ouais. C'est possible d'éteindre le son, voilà. Qui a eu lieu à Avignon. Donc, c'est sur ces 6 débats que je vais restituer. Mais ces 6 débats, ils s'intègrent dans quelque chose de plus vaste qui a regroupé d'autres événements. Alors, un deuxième type d'événements, ce sont des événements qui ont été organisés en ligne pour essayer de toucher des personnes un peu partout, sans qu'elles aient à se déplacer ou sans que nous, on ait à se déplacer. C'est ce qu'on a appelé les webinaires EGB 2026. L'objectif, c'était de rassembler des professionnels, enfin des personnes concernées, on va dire, de façon générale, professionnels, usagers ou proches, donc concernés par les questions du grand âge et du handicap, pour recueillir leur opinion, leur expérience à propos de la thématique sobriété en médecine jusqu'où traiter, qui avait été divisée en 3 sous-thématiques. Une première thématique autour de l'inégalité d'accès à l'hôpital et aux services spécialisés. Une deuxième thématique sur les questions de comment décider des arrêts ou limitations de traitement. Et une troisième autour de l'accès aux thérapies innovantes. Et à chaque fois, il y avait une vingtaine de personnes, c'est le nombre qu'on s'était donné, hein, ça nous semblait bien, pour pouvoir débattre donc en ligne sur ces thématiques. Et ça a beaucoup enrichi le débat aussi avec ses focus et professionnels ou personnes concernées et ses sous-thématiques. Ensuite, il y a eu aussi pas mal d'événements tournés vers le jeune public. Ça, c'était une des demandes du CCNE d'organiser des débats jeunes publics et on a pu toucher un grand nombre de jeunes, du plus jeune âge jusqu'aux étudiants. Alors, par exemple, je vous ai mis un peu l'ensemble des ateliers qu'on a fait ou des rencontres. Il y a eu des ateliers qui ont été faits avec des étudiants en médecine de L2 et de L3, 6 groupes en fait, 1 en Corse et 5 à Marseille, autour de la question de la génétique, où on leur demandait de réfléchir en petits sous-groupes et puis de donner un peu le fruit de leur réflexion sur l'usage des tests génétiques en population et des dépistages génétiques en population. Il y a eu 2 événements, 2 rencontres qui ont touché 170 jeunes, des lycéens cette fois-ci, dans le cadre d'un événement qu'on appelle Éthique en acte, qui ont été organisés, donc une à Marseille et une à Manosque, sur la thématique santé, environnement, prévention. Eux, ils avaient fait un choix autour de la thématique de l'alimentation. Et puis, il y a eu des ateliers avec des jeunes aussi. Il y a des classes de CM2, lycéens et étudiants de Sciences Po, co-organisés avec la CNIL autour numérique, IA et santé. Et avec des étudiants en santé de l'Institut Laennec aussi, une conférence débat du professeur Pierre Lecoz.
Voilà, donc tout ça, vous voyez, ça fait un grand nombre de publics jeunes touchés par qui ont pu donc participer à différentes thématiques. Et puis, on a fait aussi un format plus colloque ou grande conférence avec des débats, série de conférences avec des débats, colloque sur les confrontations aux limites avec le professeur Delfrécy et le professeur Chabrol, organisé dans le cadre de l'enseignement en éthique et ouvert au grand public. Un colloque aussi qui s'appelait « Les chantiers de la santé en commun » autour des questions de santé communautaire, qui a été précédé d'un débat public, puis le colloque, et puis des rencontres publiques sous forme de colloque avec débat sur la sobriété en médecine en Corse, à Ajaccio. Et enfin, il y a eu, mais bon, après je ne vous donnerai pas les chiffres concernant le festival de cinéma, mais on a co-organisé avec la PHM un festival de cinéma avec la projection de 10 films sur les 10 thématiques des États généraux qui ont fait l'objet de 10 débats, et on a pu produire un petit livret avec le contenu de ces débats, voilà, qui était intéressant. On partait d'un film, voilà, d'un film de cinéma. On avait choisi en fonction des thématiques, et derrière il y avait le débat avec les personnes qui participaient à la projection. Voilà, alors juste pour vous donner quelques chiffres quand même, on a pu, grâce à l'ensemble de ces événements, toucher 1219 personnes sous la forme de 23 événements. Donc les événements dont on va parler après, donc les débats en région, c'est 6 de ces 23, parmi ces 23 événements, voilà. Et donc, je vous ai mis les chiffres en fonction du type de public. Jeune public, c'est plus de 500 personnes et 10 événements consacrés au jeune public. Les professionnels des événements ciblés que sur les professionnels, il y en avait 4 et ça a touché 82 personnes. Donc, vraiment, là, c'était centré sur les professionnels. Et ensuite, tout public, donc comme les débats que vous aviez organisés, bien qu'il y avait pas mal de professionnels, mais c'était quand même ouvert à tout public. Ça a touché 621 personnes et ça représentait 9 événements, dont les 6 débats en région. Et si on rapporte, donc en termes de format, quel type de format? On a distingué 3 formats. Le format atelier, qui était vraiment sur des petits groupes de 20-25 personnes. Les formats conférences-débats, donc qui correspondent au débat en région qu'on a fait, hein, où il y a un petit temps de conférence et un grand temps de débat. Et les formats colloques, où il y a beaucoup de conférenciers et à l'issue de chaque conférence, un petit temps d'échange avec les conférenciers, et donc un format plutôt d'expertise, de propos d'experts. Donc, on voit que les conférences débats, c'est 700 personnes qui ont pu être touchées, donc qui ont pu participer vraiment avec des temps de débat dédiés assez longs, et c'est plus de la moitié des personnes. Des ateliers, après le reste, ça se partage entre les colloques et les ateliers, à peu près 273 personnes sur les ateliers, 242 sur les colloques. Et puis, si on regarde en termes d'événements, il y a 10 événements qui étaient des conférences débats, dont les 6 événements en région, 10 événements qui étaient des ateliers, et puis seulement 3 colloques. Alors les colloques, effectivement, c'est des plus gros formats sur une journée, souvent, et avec plus de monde. Et puis, en termes de localisation, comme on a couvert le territoire, on voit que, j'ai distingué les événements qui ont pu être faits en Corse, ceux qui ont été faits en PACA, en distinguant ceux qui ont été faits sur Marseille et ceux qui ont été faits hors Marseille, en nombre de personnes et puis en nombre d'événements. Il y a quelques événements hors PACA Corse, qui sont ceux qui ont été faits en lien avec la CNIL, dont 2 événements qui touchent 48 personnes à Paris. Voilà, mais sinon, le reste, c'est sur notre région PACA Corse. Et donc, on voit qu'il y a le nombre de personnes touchées. Bon, il y a une grande proportion de personnes touchées sur les événements de Marseille, qui représentent 10 événements, mais dont des événements où on arrivait à mobiliser un peu plus de monde. Il y a quand même eu 9 événements hors Marseille en PACA et 2 événements en Corse. Donc, quand même, on a bien
voilà, bien parcouru le territoire, et ça représentait donc 372 personnes en PACA hors Marseille et 96 personnes en Corse. Donc voilà un peu les chiffres que je voulais vous partager, du coup pour dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'événements, un peu sur tout le territoire, et qu'on a essayé de toucher des publics assez variés, des plus jeunes, des professionnels et puis du tout public. Alors pour revenir aux débats en région, donc les 5 débats sur la sobriété, ils se sont répartis entre mars et tout le mois de mars et puis jusqu'au 1er avril, donc assez concentrés dans le temps, mais bon, on avait un peu des contraintes entre les élections municipales, les vacances scolaires, etc. 339 personnes ont participé à ces débats, et plus le débat qui a eu lieu à Avignon, qui était un peu plus tard, donc fin avril, où il y a eu 38 personnes. Alors, je vais d'emblée parler du débat d'Avignon, puisque c'était le seul débat sur cette thématique-là. La question, c'était: pensez-vous qu'il faudrait étendre l'usage des tests génétiques à des dépistages en population? Donc les personnes. Alors, ce qui était singulier à Avignon, c'est qu'une professeure de philosophie est venue avec ses élèves, un petit groupe de 9 élèves, et en sous-groupe, ils avaient travaillé cette thématique, et ils nous ont présenté en quelques minutes, 5 minutes chacun, des cas concrets et leur analyse, hein, voilà, de lycéens, avec aidé de leur professeur de philosophie. Ça introduisait le débat. Et puis ensuite, on a pu avoir aussi des professionnels de l'hôpital d'Avignon, cardiologues, neurologues, qu'est-ce qu'il y avait? Médecine interne, il me semble, et puis une juriste, qui ont pu commenter, et on a échangé avec la salle. Donc c'était le même format que pour sobriété, mais voilà, avec des personnes qui se sont intéressées à cette question de génétique. Et en fait, dans la restitution, vous l'avez vu, on avait un format un peu contraint, dans le sens où on nous demandait les questions qui avaient été posées, qu'est-ce qui faisait consensus, qu'est-ce qui faisait discussion, divergence, voire voilà, désaccord, et puis quelques recommandations pour améliorer les choses. Et donc, pour le débat d'Avignon, ce qui faisait consensus, c'est que les tests génétiques ont un réel potentiel médical pour le diagnostic, la prévention, et pour adapter les traitements à chaque personne, mais qu'il faut être vigilant au consentement, qui reste indispensable pour que les personnes puissent décider de faire ou de ne pas faire des tests, qui existent déjà et voilà, qu'il faut garder, avec un souci, il y avait un souci sur un éventuel impact psychologique, pour de la réalisation de ces tests et des résultats de ces tests pour les patients et leurs proches. Et une remarque aussi de dire: c'est pas si simple que ça, parce que l'encadrement juridique, il est toujours un peu en retard par rapport à la technique qui ne cesse de progresser, et du coup c'est difficile d'adapter en permanence un cadre législatif assez fixe à une évolution technique. Les points de divergence, ils étaient sur des questions comme la généralisation des tests. Est-ce qu'il faut les généraliser en population? Et là, il y avait ceux qui étaient d'accord et ceux qui étaient plutôt contre. Et en tout cas, les interrogations portaient sur la question des coûts, de la fiabilité, des effets indésirables, notamment psychologiques, de l'extension de ces tests au regard des bénéfices attendus en termes de prévention. Et voilà, il y en avait un peu les deux avis, plutôt oui, plutôt non. Aussi sur la place de la génétique dans la prévention versus la place des déterminants liés au mode de vie, par exemple. Est-ce qu'on ne surévalue pas ce qu'on peut mesurer, finalement les déterminants génétiques, par rapport à ce qu'on a peut-être moins de capacité à mesurer, qui sont liés au mode de vie. Il y avait aussi des questions sur le niveau d'encadrement, qui risque, si on veut protéger collectivement des mésusages de ces tests, est-ce qu'on ne va pas porter atteinte aux libertés individuelles, au désir de chacun d'accéder à l'information génétique qui le concerne, qui concerne sa famille, et puis des questions autour de où placer les limites par rapport à des problèmes de risque, qui avaient été mis en avant, de risque de dérive eugénique, de risque de sélection des individus, qui pouvaient susciter des inquiétudes si on devait étendre ces tests plus largement.
Et ça aboutit à des recommandations en termes d'évaluer rigoureusement le rapport bénéfice-risque et les coûts en cas de décision d'extension des tests à la population, de veiller à garantir l'autonomie des personnes, que le libre choix persiste, que ça ne devienne pas des tests entre guillemets obligatoires, pas forcément obligatoires par la loi, mais dont on se sent obligé de les faire d'une certaine façon. Par exemple avant d'avoir un enfant ou autre, de clarifier aussi la gestion des résultats. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve quelque chose auquel on ne s'attendait pas? Comment on informe les apparentés? Il y avait aussi des éléments sur ces données très précieuses de santé, où elles vont être conservées, est-ce qu'il n'y a pas des risques voilà, d'être piratées, de misusage, et puis aussi une recommandation en termes de renforcer les compétences et l'accompagnement par la formation de professionnels et de conseillers en génétique, et que si on doit étendre ces tests, il faut prévoir aussi ces professionnels et ces conseillers en génétique pour accompagner cette extension des tests. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites et intéressantes et qu'on a pu restituer. Et il faut savoir que sur cette thématique de la génétique, il y avait les groupes d'étudiants aussi, plus d'une centaine de jeunes qui se sont prononcés et qui ont complété ces éléments-là de leur regard de jeunes étudiants en médecine. Alors, donc ça, c'était pour la partie génétique. Pour la partie sobriété, celle auquel ont participé donc 5 autres sites, donc 2 sur Marseille, à l'hôpital Saint-Joseph et à l'hôpital centre hospitalier Valvert, un événement à Gap, un à Digne-les-Bains et un à Toulon. Là, j'essaie de vous restituer en fait ce qui était commun à l'ensemble des débats, puisque je vous ai adressé à chacun la synthèse qui a été faite de chacun des débats individuels, en tout cas les synthèses qu'on a pu remonter au niveau du CCNE. Et ces synthèses, elles ont toutes le même format parce que, comme je vous le disais, on avait ce format un peu contraint. J'espère que vous y avez retrouvé la substance des débats qui ont eu lieu, parce que, effectivement, la contrainte du format pouvait peut-être correspondait pas forcément exactement à l'impression un peu plus fluide qu'on pouvait avoir lors des débats sur place. Alors, les questionnements soulevés lors de ces débats, ils étaient soulevés en fait par les grands témoins, alors par Michel Caillol et moi qui faisions l'introduction, mais essentiellement par les grands témoins locaux. Donc il peut y avoir des petites spécificités locales, mais globalement quand même, ce qui apparaissait comme structurant des débats dès le départ, c'était définir le juste soin, qu'est-ce que c'est un juste soin, c'est-à-dire trouver comment on peut essayer de trouver la bonne mesure entre bénéfices, risques et limites des différents traitements qu'on propose. Ensuite, il y avait des questions autour de la décision, comment partager la décision en cas de situation complexe, notamment de poursuivre ou de limiter des traitements, et de clarifier le rôle respectif de chacun, le patient lui-même, quelle place il a dans ses décisions, ses proches, les soignants, la collectivité, et notamment pour les soignants, l'expression d'un besoin de collégialité pour ces prises de décision et un besoin d'espace de délibération. Il est apparu aussi tout le long de la mise en place de ces questions, la nécessité de préserver l'humanité du soin à travers l'écoute, la confiance, voilà, une relation maintenue, malgré ces aspects de plus en plus techniques et contraignants de l'organisation des hôpitaux et des lieux de soins. Et enfin, des questions autour de l'arbitrage sur les ressources, de façon à ce qu'elles soient utilisées de façon juste et soutenable, avec des questions presque partout sur les dimensions économiques, environnementales, territoriales, pour une meilleure qualité et équité des soins. Mais il y avait quand même quelques spécificités locales. Par exemple, les questions de psychiatrie ont plus particulièrement été traitées au centre hospitalier Valvert. Bon, c'est normal puisque c'est un hôpital psychiatrique, mais aussi à l'hôpital de Digne, puisqu'il y avait dans les grands témoins un psychiatre qui a mis cette question de la psychiatrie aussi sur le devant de la scène. Et il y avait aussi des représentants des usagers, dont une RU pour la psychiatrie. La question du handicap et du grand âge, donc des vulnérabilités via le handicap et le grand âge, était plus spécialement traitée au niveau de Gap et de l'hôpital Saint-Joseph.
À Toulon, la question de la collégialité des directives anticipées a été pas mal discutée, peut-être plus que sur les autres sites. La question de l'accès aux soins, de façon singulière, mais parce qu'on le comprend, a été particulièrement mis sur le devant de la scène à Digne et à Gap, qui sont des territoires un peu plus éloignés, avec la mise en avant du fait que sur ces territoires-là, l'accès aux soins n'est pas aussi aisé que dans les grandes villes. Et puis, les enjeux environnementaux, ils ont plus souvent été traités, enfin plus particulièrement été traités à l'hôpital Saint-Joseph et à Gap. C'est 2 lieux où il y avait effectivement des personnes dans les grands témoins qui portaient la parole, enfin qui avaient voilà, qui ont défendu ces questions d'enjeux environnementaux pour le juste soin. Donc on voit des débats qui se retrouvent sur pas mal de points, mais avec des spécificités. Alors, après, sur les points de consensus, les points de dissensus, là aussi, on retrouve avec des nuances, mais dans les 4 débats, des éléments intéressants. Avec une vision très partagée que la sobriété en médecine, c'est une recherche du juste soin qui doit s'adapter au patient, qui doit rechercher la qualité de vie du patient, qui ne doit pas faire l'impasse sur la relation humaine et qui doit s'appuyer sur la collégialité. Ça, c'est vraiment des éléments qu'on retrouve à chaque fois et qui ont fait l'objet de débats avec le public. Les principaux points communs qui font consensus, donc c'est que ce soin, il doit être individualisé, centré sur le patient et sa qualité de vie, le passage par les décisions collégiales, le souci d'une pertinence des soins, d'une lutte contre les actes inutiles, d'une obligation de réfléchir à la déprescription, etc. Par contre, il y avait des divergences, mais là aussi, c'est des divergences qui ont plus ou moins été retrouvées sur tous les débats. C'est sur comment on atteint ce juste soin, c'est-à-dire jusqu'où traiter. C'est difficile de déterminer concrètement la limite, et tout le monde n'est pas d'accord, entre le moment où on doit poursuivre les traitements, ils sont justifiés, et le moment où ils deviennent un peu déraisonnables. Et ce moment-là, il est pas vécu et pas perçu de la même manière par tout le monde. Et notamment, c'est encore plus difficile pour les personnes les plus vulnérables parce que pour elles, qui doit décider? Ces personnes, elles ne sont pas toujours en capacité de mobiliser leurs facultés décisionnelles. Et du coup, la responsabilité finale de la décision, à qui appartient-elle? À la famille, à la directive anticipée, aux professionnels collégialement. Et là, il y avait vraiment beaucoup de débats sur vraiment cette prise de décision complexe, difficile, quand la personne n'est plus capable de dire vraiment précisément ce qu'elle souhaite. Du coup, ça a aussi ouvert dans pas mal de lieux des débats sur la place de la famille, sur son rôle exact et aussi finalement la perception qu'on peut avoir de la famille qui oscillait entre les personnes, les aidants familiaux, ça peut être des personnes qui nous aident à faire un meilleur soin plus juste parce qu'elles connaissent bien le malade et qu'elles vont pouvoir mieux nous éclairer. Et puis, ces personnes, cette famille, ça peut être aussi des obstacles au juste soin parce qu'elles exigent, elles réclament, elles ne sont pas d'accord avec nous, elles peuvent venir s'opposer à notre vision à nous. Et voilà, donc il y avait aussi ce débat de la place de la famille. Il y a eu des éléments aussi par rapport à la prise en compte des coûts et des ressources. Tout le monde reconnaît que les ressources ne sont pas infinies et que du coup, il faut en faire un usage raisonnable. Mais ce qui a été aussi dit, c'est que peut-être elles ne sont pas infinies, mais actuellement, beaucoup de professionnels et même d'usagers trouvent qu'on manque cruellement de certaines ressources humaines, de certaines ressources financières. Et notamment, par exemple, dans le domaine de la psychiatrie, ça avait été relevé de dire, voilà, il y a des spécialités qui sont en difficulté. Et puis, il y avait aussi des débats autour de la place de la technique et de l'innovation dont on bénéficie tous, qui est vu positivement, mais avec une certaine ambivalence quand même, parce que la crainte, c'est qu'à un moment donné, la pratique médicale, ce soit juste de la technique pour la technique, que l'innovation, elle soit survendue. Et donc, voilà, et que le juste soin, c'est quand même toujours revenir quand même au patient et recentrer sur la relation.
Et donc, là, au terme de ces consensus et dissensus, la sobriété, les débats ont voulu la présenter comme un choix éthique, d'adapter le meilleur soin à un moment donné pour le patient, mais avec le souci que ça ne devienne pas quelque part un argument qu'on mobilise pour limiter les traitements pour des contraintes budgétaires et pas pour le bien du patient. Donc, ces débats nous ont révélé une tension entre une logique centrée sur la singularité de chaque patient et puis une logique de responsabilité collective, notamment pour ce qui concerne les ressources, l'organisation des soins et la soutenabilité du système de santé. Dernier point, les recommandations et les points de vigilance. Je vous ai extrait 4 recommandations principales et 4 points de vigilance qui ressortent des 5 débats. Donc, renforcer la communication et la décision partagée avec les patients et leurs proches. Première recommandation. Développer la collégialité. Elle existe, elle n'est pas encore suffisante, c'est ce que beaucoup de débats nous ont montré. L'interdisciplinarité, le regard multiple de plusieurs professionnels et la réflexion éthique. Troisième recommandation, promouvoir prévention, éducation de la santé pour une meilleure pertinence des soins. Il apparaissait que ce soit les professionnels, mais que ce soit aussi les usagers, parfois, un manque d'éducation et de connaissances et de formation pouvait aboutir à des soins excessifs et que tout le monde était responsable de cette pertinence des soins. Dernier point, adapter les organisations et former les professionnels pour redonner du temps aux soins relationnels. Voilà, donc la question de la formation à la communication d'informations par les professionnels, l'organisation aussi pour que les professionnels ne soient pas toujours à courir après le temps et puissent prendre un peu plus de temps pour la relation. Et puis les points de vigilance, c'est oui, on aimerait bien faire, mais ça ne marche pas toujours très bien parce qu'il y a des obstacles et des points auxquels il faut rester vigilant. Premier point de vigilance, attention à ne pas faire de la sobriété un outil de restriction budgétaire. Donc ça revenait souvent. Et avec même quelque part un retour positif en disant heureusement que les débats c'était pas pour nous faire passer la pilule de la restriction budgétaire, mais on a bien développé des aspects du juste soin humaniste, on va dire. Deuxième point de vigilance, la nécessité de préserver l'humanité, la relation, la confiance dans le soin, parce que certains témoignaient qu'on en manquait cruellement de tous ces éléments-là, d'humanité, une perte de confiance, une perte de la relation de soins. Aussi, par rapport à l'accès aux soins, être vigilant à garantir l'équité d'accès, là aussi, parce que certains ont remarqué que cet accès, il n'était pas si simple que ça pour tous, soit pour des inégalités territoriales, soit pour des inégalités en fonction de l'état de santé, par exemple pour les personnes en situation de handicap, ça a bien été montré aussi, enfin dit. Et puis, accompagner la complexité des décisions et soutenir les professionnels de santé, ça c'est par rapport à ces décisions effectivement complexes de priorisation, d'adaptation le plus possible à chaque patient, de réflexion sur ces décisions complexes, parfois en fin de vie, qui font que les professionnels pouvaient souffrir aussi de ces situations, notamment parce qu'il manquait de temps pour pouvoir les aborder sereinement. Et donc, il y a eu des points de vigilance par rapport à la souffrance des soignants et à la nécessité qu'ils aient des lieux pour les soutenir dans ces décisions complexes et difficiles, parfois des décisions parfois insolubles. Voilà. Donc ça, c'était tous les éléments que je voulais vous transmettre. On va débattre. Enfin, voilà, l'idée, c'était de pouvoir échanger, d'avoir votre retour sur ces événements. Mais avant ça, je voulais remercier Michel Caillol parce qu'il a accompagné donc l'ensemble des 6 débats. Il était là présent à chacun des débats. Il a apporté des éclairages toujours pertinents et il a fait preuve d'un accompagnement sans faille par sa présence et ses discours. Je voulais remercier les comités d'éthique parce que vous êtes représentant de certains comités d'éthique. Ces comités d'éthique qui se sont mobilisés
pour pouvoir que ces débats aient lieu, pour que ces débats aient lieu. Donc, le comité d'éthique de l'hôpital Saint-Joseph, celui du centre hospitalier Valvert, le comité d'éthique de l'Institut Paoli Calmette, de l'hôpital des armées de l'Aveyron et de la PHM, qui ont permis de faire les 2 débats à Marseille et de les organiser, de trouver les grands témoins et de faire que ces 2 débats puissent avoir lieu à Marseille. Le comité d'éthique de l'hôpital de Gap qui a pu organiser avec la bulle éthique aussi du DAC, je ne l'ai pas noté là, mais effectivement, qui était partie prenante pour l'organisation du débat à Gap. Le comité d'éthique, les comités d'éthique des hôpitaux de Digne, les bains de Manos pour le débat à Digne, et les comités d'éthique, c'est un comité inter-établissement Avignon, Carpentras, Cavaillon et Lauris pour le débat à Avignon. Et puis, je voulais remercier aussi les enseignants du diplôme de soins palliatifs au sein de la faculté de droit de Toulon qui ont permis de faire le débat à Toulon, et l'ARS pour son soutien financier et la présence aussi lors des débats de représentants de l'ARS, hein, les représentants régionaux, départementaux. Voilà. Et puis, si vous voulez les informations sur le site, on a mis l'ensemble des comptes rendus de tous les débats qui ont pu avoir lieu. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous rapidement. Donc maintenant, si vous voulez bien, on a un temps d'échange. Peut-être ça serait intéressant que vous puissiez nous faire vos retours sur comment vous avez perçu ces débats sur votre territoire, les retours que vous avez pu avoir. Est-ce que les synthèses qu'on a produites vous semblent en lien avec le contenu des débats? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je vais juste dire, Perrine, merci pour m'avoir cité, mais tu peux te citer aussi, hein, parce que tu as assisté à Oui, tu c'est as vrai. fait le compte-rendu, tu as fait pour ton travail, quand même, on peut te remercier de ta compétence aussi. Quand même, il fallait le dire. Merci. Qui veut prendre la parole pour réagir sur ce compte-rendu, puis peut-être partager son expérience, un débat à l'autre, ou nous aider à nous améliorer pour la prochaine fois? Oui, Madame Venier? Oui, moi, à mon tour aussi de dire merci, hein, donc d'avoir organisé l'ensemble des débats et puis d'avoir permis que la composante environnementale du soin commence à être abordée également, quoi, hein. Donc vraiment, je crois que c'était bien, hein. Maintenant, c'est vrai que je suis assez curieuse de savoir tout le chemin que vont faire les éléments avancés dans le cadre de ces débats. C'est quoi, au-delà des débats, le Alors, processus, la suite? le processus. Nous, on a fait remonter pour chacun des débats la fiche, hein, celle que je vous ai partagée. Donc, il y a 23 fiches pour chacun des 23 débats qu'on a organisés ou ateliers qui sont remontées au CCNE directement au CCNE et via la CNERER, qui est en fait le regroupement des espaces régionaux, de tous les espaces régionaux. Ensuite, je sais qu'au niveau du CCNE, ils doivent faire une synthèse de ces travaux sur tout le territoire, thématique par thématique. Et ils vont publier un petit livret qui va essayer déjà qui donnera un peu les chiffres de tout ce qui a été fait, du nombre de personnes touchées par ces débats, enfin qui ont pu participer à ces débats, et puis un peu les grandes lignes, je pense, par thématique. Ça, c'était censé être fait là au début de l'été. Je ne sais pas si ça sera le cas ou si on attendra septembre. Et ensuite, le CCNE lui-même doit faire un avis concernant les thématiques des États généraux, puisque le CCNE a auditionné des experts, un grand nombre d'experts pendant toute cette période-là, et donc va faire son propre avis de ces auditions qu'il a pu faire. Donc ça sera un avis du CCNE spécifique. J'ai vu en ligne, pardon. Oui, j'ai vu en ligne un débat du CESE. Il y a eu 2 heures après, il y a eu les débats du CESE, effectivement. Ça, c'est
donc comité d'environnemental. C'est ça, le comité social et économique environnemental. Voilà, économique, social et environnemental. C'est ceux qui sont censés organiser des débats publics au sens le plus rigoureux du terme, parce que eux, ils choisissent, enfin, ils ont des modalités, des financements pour avoir une représentativité, avec tirage au sort des personnes, qu'elles soient représentatives de la population générale. Ensuite, ils ont aussi de l'argent pour former ces personnes et pour les faire débattre. Et donc, ils avaient un débat sur la sobriété, un débat sur la génétique. Donc ça aussi, eux vont produire. Donc tout ça va être mis ensemble. Après, le problème, la spécificité de ces états généraux par rapport aux précédents, aux deux versions précédentes qui avaient eu lieu en 2009 et 2018, c'est que là, il n'y a pas de projet de loi de bioéthique. Donc, le législateur n'est pas actuellement sur cette thématique-là de la bioéthique. Mais malgré tout, ça peut irriguer le fait que des élections prévues en 2017, donc on ne sait pas du tout ce qui sera réellement fait de tout ce contenu. Et au niveau, je veux dire, de décision d'ordre politique. Est-ce que là, en tout cas, le fait que ça existe, des lois de bioéthique, voilà, il y a ce contenu. Si le législateur, si les députés veulent travailler ces thématiques-là, faire des propositions de loi, ils ont de quoi travailler dessus. Voilà. Après, cette fois-ci, comme les autres fois, je crois qu'il ne faut pas s'illusionner, puis ça a été dit à plusieurs reprises dans les débats, hein, l'intérêt, c'est vraiment de donner des occasions de débat sur le territoire, de permettre aux gens de se parler, de permettre aux gens d'échanger sans être dans des positions clivantes, de sortir un peu, voilà, de remettre du débat démocratique. C'est vraiment ce qui s'est passé sur le terrain qui est le plus important de mon point de vue. Bien sûr qu'on a fait le job jusqu'au bout et on a fait remonter au mieux le contenu, mais pour autant, après, il y a tellement de choses que ça va se noyer dans la masse. Et puis au moment des lois, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de lobbying qui ne se font pas ouvertement, qui se font en sous-main. Et ça c'est aussi actif probablement que du débat public. Donc, on fait ce qu'on peut. Et en tout cas, je pense que les occasions de débat, c'est intéressant. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment passionnant qu'on puisse aller comme ça dans différents lieux et qu'à chaque fois, il y ait 50, 60, 80 personnes qui se passionnent sur ces sujets-là. Très bien, merci beaucoup. Merci. D'autres remarques? On a questions? Retour d'expérience? Qui veut prendre la parole? C'est vous qui m'y avez, parce que vous aviez demandé cette restitution, donc je ne sais pas, voilà, maintenant, j'attends. Non, mais merci beaucoup, Perrine. Sandrine de Montgolfier, là, je voulais écouter, moi, la restitution. J'ai malheureusement pas pu participer, si ce n'est à Paris, où j'ai été invitée à une des tables rondes organisées par l'Espace éthique parisien. Bravo, parce que je trouve que tu as super bien, enfin, vous avez super bien calé l'organisation et puis surtout l'animation et sur des sujets, enfin, à mon avis, hyper centraux pour l'ensemble de la population. Donc, non, enfin, définitivement, je pense que l'objet qui est effectivement de l'initiation ou en tout cas essayer de faire comprendre aux citoyens qui peuvent participer et qui peuvent s'impliquer, je pense que là, c'est un succès. Enfin, voilà. Et en plus, j'ai l'impression qu'en nombre, vous avez touché plus de monde. Enfin, à Paris, dans la session où j'étais, qui était aussi sur les tests génétiques, il y avait dans la salle, on n'était pas très nombreux, je sais pas, il devait y avoir peut-être 20 personnes, et en ligne, il devait y avoir 10 ou 15 personnes, mais c'était pas beaucoup plus, hein, c'était vraiment, on était sur des petits chiffres, hein. Donc je trouve que là, j'ai l'impression que voilà, vous avez même fait mieux, quoi, donc c'est chouette. Alors après, c'est le cumul disons que l'expérience nous a appris au fil du temps, puisque c'est les troisièmes états généraux que je coordonne en fait. Au fil du temps, on a appris qu'en multipliant les formats, en multipliant les partenariats, en allant dans différents lieux, c'est là qu'on pouvait toucher le plus de personnes. Parce qu'en fait, nous, on avait des petits formats 15-20 et puis des grands formats
à 120 personnes, tu vois. Les formats à 120, c'est que format colloque, il y a un peu moins de débat, mais la partie on informe et puis on permet aux gens de poser des questions, de se confronter à des experts, de s'informer. C'est peut-être plus cette partie-là qui est mise en avant sur les journées de colloque. Les petits formats permettent vraiment aux personnes de s'exprimer facilement, puisque c'est moins impressionnant. Et ces formats intermédiaires là, de conférences-débats, je trouve qu'ils sont agréables. On les avait un peu testés déjà sur les débats sur la fin de vie, parce que finalement, il y a un premier temps, les personnes qui se déplacent, elles veulent à la fois de l'information et de la participation. Donc, il y a un premier temps où finalement, il y a des points de vue de personnes concernées, d'experts. Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur les débats aussi, et je vous remercie, ceux qui les ont organisés, il y a eu plusieurs endroits où il y avait des représentants des usagers directement comme grands témoins. Donc, il y en avait à Val-Vert et il y en avait à Digne. C'était à Digne ou à Gap? Non, à Gap. Voilà, donc, et du coup, la présence, disons, directement de grands témoins, de représentants des usagers, mais sinon, il y en avait dans la salle qui ont à chaque fois pris la parole. Donc, on avait aussi cette représentativité des usagers. Je trouve que c'était important. Et aussi dans les webinaires, nous, qu'on a organisés, on avait fait appel aussi aux personnes concernées directement, soit en tant que personne malade, soit en tant qu'aidant. Et je trouve que c'est vraiment ce mélange qui est intéressant. Et du coup, sur ces formats intermédiaires, plutôt 50, 70 personnes, il y a le temps d'information et le temps de débat qui est possible à faire. Voilà, donc c'est en multipliant les formats qu'on touche beaucoup de monde, moi je pense, plus de monde. Oui, Christophe, Didier Charles? Moi, je trouve aussi très encourageant et positif que tant de jeunes aient été associés et participé et qu'on les aide à réfléchir et à discerner aux grands enjeux éthiques qui se présentent à nous. Donc ça, je trouve ça vraiment très positif. Alors ça, effectivement, ça a pu se faire aussi parce que là aussi, c'est un travail de longue haleine. C'est qu'on a tissé des liens avec certains lycées, qu'on avait des événements depuis 3-4 ans. On a ces débats avec les lycéens. Du coup, on leur a proposé d'intégrer leur thématique dans les états généraux, que Anna Grazia travaillait avec la CNIL et ils avaient ce projet autour des jeunes aussi. Voilà, donc on a essayé de mobiliser un peu toutes nos ressources. Et puis, il y a eu l'opportunité aussi des étudiants en médecine à travers la génétique, voilà, parce qu'il y avait une centaine d'étudiants qui venaient en stage, voilà, les uns derrière les autres, et à qui j'ai proposé ce temps d'échange, et ils étaient ravis, parce que voilà, au milieu d'un stage de biologie, ils avaient l'occasion aussi d'échanger, de réfléchir. Alors, Madame Labiche? Ah non, c'est toute une réunion, c'est la salle de réunion de je ne sais pas où, de Val-Vert peut-être. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Bonjour, c'est la salle de réunion de Val-Vert, exactement. Donc, on est une petite partie des représentants du comité éthique de Val-Vert, qui est un tout jeune comité éthique. Donc, vraiment, on vous remercie de votre confiance pour l'organisation et pour votre expérience, en fait, qui a permis de rendre un peu possible notre participation et en plus avec la voix des usagers. Donc, effectivement, on était quand même vraiment très, très contents de pouvoir favoriser la participation des patients au débat. Ça a été le cas aussi dans la salle. Donc, ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et qui reflète, qui essaie de refléter les prises en soin qu'on porte voilà, au centre hospitalier Val-Vert. Et malgré, on a au début trouvé que c'était un tout petit peu précipité pour nous. Et finalement, c'est vrai que ça s'est très, très bien passé parce qu'on a pu vraiment s'appuyer sur tout le monde. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir tout ce retour sur les divers débats, webinaires, etc., qui ont lieu parce que ça permet vraiment de voir. Moi, je me posais un peu cette question de la représentativité, justement. Et on n'a qu'une toute petite partie, en fait, de ce qu'on nous propose, ou en tout cas auquel on participe. Et là, c'est vrai qu'on voit l'étendue de tout le travail qui a été fait sur la question de la sobriété. Donc en médecine. Donc voilà, c'était intéressant. Et effectivement, je vous rejoins aussi sur la question des plus jeunes. Moi, j'avais pu, avec le docteur Lagier et le docteur Caillol, être sur
éthique en acte, donc sur l'alimentation. Donc là, j'avais trouvé qu'il y avait une grosse mobilisation et vraiment des retours très surprenants et très ajustés de tous les ados qui ont participé. Et c'est vrai que j'avais pas notion qu'il y avait autant de débats qui avaient concerné les jeunes. Et c'est vrai que c'est très encourageant, je trouve, toute cette mobilisation autour de questions éthiques qui est portée par les jeunes. Voilà, donc merci beaucoup. En tout cas, nous avez permis de participer. Merci à vous de vous être mobilisés, effectivement. Alors, c'est vrai que les délais étaient courts. À chaque fois que les états généraux, c'est toujours des délais un peu courts, un peu précipités. Et maintenant, on est assez à l'aise avec ça parce qu'on se rend compte que l'essentiel, c'est le débat et de permettre un lieu voilà, favorable au débat qui permette aux gens de venir tranquillement comme ils sont. Et donc, il n'y a pas besoin forcément de sortir l'artillerie lourde et que les ressources, on les a en général, les comités d'éthique les ont sans le savoir. Et nous, on est juste là pour dire, ben oui, vous avez ces ressources, comment on peut faire et on se rendait compte que, enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment passionnant de voir d'un lieu à l'autre les différentes personnes qui participaient en tant que grands témoins, comment elles éclairaient les débats. Mais au final, dans la salle, malgré les grands témoins, on voit qu'il y a eu beaucoup de points communs quand même d'un débat à l'autre, en tout cas autour de cette unanimité que le juste soin, c'est vraiment de soigner mieux, quoi. C'est pas de restreindre, de limiter, de contraindre. Il y avait vraiment cette demande. Alors un constat aussi peut-être qu'aujourd'hui c'est pas parfait et que surtout il faut pas abandonner la relation, il faut pas abandonner l'humanité du soin. Il faut pas vraiment, ça revenait à chaque fois de la part des personnes qui participaient et quels que soient les grands témoins qui avaient été choisis finalement. Donc ça, c'était vraiment, on voyait la pertinence finalement de ce dispositif. Oui, c'est vrai que la question de l'interdisciplinarité, c'était une vraie question. Et on était vraiment contents aussi, à ma mère, de pouvoir recevoir des personnes qui venaient vraiment d'autres spécialités que nous. Et finalement, on a vu effectivement que ça. Et c'est la question aussi de l'éthique, hein, c'est qu'on se retrouvait sur plein sur plein de thématiques. Et la question, évidemment, centrale de la relation. Donc, merci. Ouais. On peut rentrer par la porte de la psychiatrie, mais on peut rentrer par d'autres portes et finalement, effectivement, les éclairages, puisqu'il y avait des grands témoins qui n'étaient pas du monde de la psychiatrie chez vous et qui, leurs propos éclairaient bien aussi, je pense, vos pratiques. Donc, ouais. Alors vous, il y avait aussi des patients, puisqu'on était dans l'hôpital lui-même, vous aviez ouvert aux patients de l'établissement, donc il y avait quelques personnes soignées dans votre établissement qui ont pu aussi être là et apporter leur contribution. C'était une singularité aussi intéressante. Alors, on a encore 10 minutes. Si d'autres personnes veulent contribuer ou compléter ou je sais pas, voilà. Nous dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Moi, juste peut-être personnellement, la sensation que j'avais, c'est qu'on aurait pu réduire un peu les temps de présentation, peut-être en ayant moins de grands témoins ou peut-être moins finalement de propos introductifs et de laisser encore plus de temps au débat, de vraiment pas avoir peur de laisser du temps à la salle parce que finalement, dans les échanges de la salle, il y a toujours l'occasion après de rebondir, c'est-à-dire de se dire finalement, on n'a peut-être pas tout dit en introduction, mais c'est pas grave. C'est repris, c'est rediscuté et des fois, voilà, on voyait où la salle nous amenait, c'était intéressant. Donc, à chaque fois, je me dis, oui, faut pas avoir peur de laisser du temps, toujours plus de temps. Presque, on avait dit 1 heure. Évidemment, on avait souvent un peu moins d'1 heure pour la salle parce qu'on dépasse toujours. Mais je crois que oui, peut-être qu'il faut prévoir 1h30 pour être sûr d'avoir 1h15, quoi. En tout cas, voilà. On n'est jamais, enfin, dans ces débats-là, on peut avoir peur que ça tourne à blanc, mais en fait, non, il y a toujours des personnes dans la salle qui prennent la parole et puis qui, les uns les autres, se relancent. Patricia Granet? On n'a pas le micro, il faut Le micro. activer le micro, Patricia.
Oui, non, en appuyant sur participer, je crois que j'avais débloqué le micro, mais non. Oui, non, c'était bien, c'était très bien. Moi, je trouve que l'organisation était bien, peut-être plus de temps à la salle. Et savoir, et merci d'avoir permis ça, et savoir, ça sera quoi la prochaine étape dans 2 ans, c'est ça? Il y aura un Je ne sais autre. pas du tout. Normalement, des états généraux comme ça, c'est à l'occasion d'une révision de la loi ou tous les 5 ans. Ah oui, d'accord, c'est plus loin. Voilà. Ok. Il n'y a pas de révision de la loi, c'est tous les 5 ans. Et c'est pour ça que là, comme ça faisait plus de 5 ans, en fait, 2018, ça faisait déjà beaucoup plus que 5 ans, et qu'il n'y avait pas de perspective de révision de la loi, que le CCNE a voulu placer ces états généraux dans le cadre, voilà, du fait que bon, il n'y a pas de projet de loi, mais c'est pas grave, tous les 5 ans, à minimum, enfin bon, là, ça faisait même plus, hein, comme je vous dis, ça faisait. Et puis il y avait aussi l'échéance des élections nationales, hein, en se disant on en parle avant, comme ça on garde trace, ça peut persister même si le gouvernement change et que c'est plus les mêmes, ils auront quand même, voilà, ça accompagnera le changement s'il y en a un. Voilà. Ok, merci. D'autres personnes veulent prendre la parole? Un peu au terme de l'heure qu'on s'était donnée, mais encore, il y a encore la possibilité d'une intervention. Moi, peut-être, Oui. je voulais effectivement vous remercier de nous avoir proposé, avec le comité d'éthique du FICAS et nous, la Belle 05, tout nouvellement constitué, d'organiser ce débat. Ça a été un peu couru pour nous, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour trouver les grands témoins, pour organiser et tout, mais je pense que le bilan est plutôt positif, hein, ça nous a permis de nous lancer vraiment dans le débat éthique. Et je pense que c'était que du bonheur. Et merci pour la restitution, parce qu'effectivement, au-delà des débats organisés, ouais, moi, personnellement, je n'avais pas la notion de tout ce que vous aviez organisé en parallèle. Tous ces ateliers avec les jeunes, etc., les étudiants en médecine. Et c'est vrai que c'était vraiment bravo. Oui, voilà, c'était pour replacer un peu. Alors, ce module débat en région, moi j'y tenais beaucoup parce que c'était vraiment là où on avait le plus d'occasions de sortir de Marseille et d'aller un peu sur les différents territoires. Donc, c'était très important pour nous. Mais effectivement, après, en parallèle, il y a eu pas mal d'autres choses qui ont été portées autour par Pierre Lecause, voilà, par d'autres, par Anna Grazia, par Armel qui nous a soutenus Armel Saint-Pierre qui nous a soutenus sur l'organisation, Barthélémy Tosello qui est là aussi, Frédéric Lagier, enfin toute l'équipe, Frédéric Blanc qui a participé aussi à pas mal d'événements. Voilà, donc c'est tout un travail d'équipe sur 6 mois, on va dire, hein, les mois qui ont précédé, plus les 4 mois un peu intenses d'événements. Voilà. Donc, on est bien content d'avoir pu mener à bien tout ça et puis effectivement de vous le présenter.